Dëggal ko. nga tëdd. da ngaa am ni da nga war a jël affaire bi
ñu mën a teg foofu siège nga organisé ko xool si takku sa kanam noonu si xaj boobu léegi dama ne naa ñëw jege waaw mu xëcc alhamdulilah voilà xaaral jógal tuuti jugal tuuti ma tegu ci bopp tegal baax na ça va
Portant depuis conjoint 2016. Je vais donc donner la parole au conseiller technique du ministre pour introduire nos échanges. Merci, Michel, spectateur. Donc, mesdames, messieurs, chers participants à cette édition de la revue du COL. Donc, soyez les bienvenus à cette rencontre extrêmement importante. Donc, les ministres au niveau de son intervention, il a agriculture. De leur intervention sur 2016. À l'issue de ces deux interventions, nous opérerons une petite discussion rapide qui vous permettra véritablement de poser des questions et de clarifier certains éléments. Ça nous permet de passer à une deuxième session qu'on va organiser autour des performances du secteur agricole. Nous aurons une introduction globale sur le financement du secteur avec le ministère des Finances, Madame Diop qui est là avec nous.
À l'issue de ça, Alassane Seck de la DAPSA va nous faire une présentation globale sur les performances des 4 sous-secteurs, agriculture, élevage, pêche et environnement. Et ensuite, nous aurons la parole à Mody Diop, le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire, pour nous faire part des éléments aussi de stratégie, de mise en œuvre d'actions et de mesures sur la sécurité alimentaire. Et nous terminerons cette session-là, cette deuxième session, avec la nutrition, où là aussi, avec Mme Louis, nous assisterons un peu. Elle nous rappellera brièvement un peu l'envergure des mesures que l'État a engagées dans la nutrition. Ça nous permettra de terminer cette matinée-là. Et que l'après-midi, comme annoncé, nous avons un panel organisé sur la problématique générale de la transformation des produits locaux et le consommé local. Et pour ce faire, nous avons 6 présentations. Le format des panels est extrêmement simple. Nous avons demandé aux structures qui s'intéressent et qui sont chargées de ces questions-là de nous faire part un peu de la problématique générale. Et donc, il y aura des présentations de 7 minutes sur les systématiques. À l'issue de ces présentations consécutives, vous pouvez poser vos questions. Et nous avons avec nous le doyen Yaman Bouch, le hub rural, qui va modérer cette session-là qui va démarrer après le déjeuner. Voilà, mesdames et messieurs, brièvement rappelé l'agenda que vous pouvez aussi regarder dans le détail au niveau de ce document. Donc, monsieur le conseiller technique, je vous remercie. Merci, Michel. Donc, nous avons accusé un retard par rapport à notre calendrier. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole donc, au directeur de la DAPSA, le docteur Mendy. Donc, il va nous parler un peu de la revue du processus qui a amené la réunion d'aujourd'hui. Donc, monsieur Mendy, vous avez la parole. Merci, Président. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à rappeler que ce produit présenté aussi aujourd'hui, c'est vraiment la contribution de plusieurs secteurs. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture. Il y a le ministère des Finances qui a donné sa contribution, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Environnement, la sécurité alimentaire et la CLM. Donc je pense que les félicitations de ce matin à mon endroit, c'est en réalité à l'endroit de tout le comité, puisque c'est un comité qui a travaillé sur ce dossier. Je vois la DPV et d'autres, la direction de l'horticulture, la SAED, tout le monde était dans ce dossier, ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Donc je profite de l'occasion également pour dire que les félicitations du ministre de ce matin, c'est à leur endroit. Moi, je n'ai fait que jouer peut-être le rôle de coordonner un peu le comité, mais le travail foncièrement a été fait par ce comité. Je le remercie. Ensuite, je pense également sur le discours, parce qu'en réalité, le ministre, comme il l'a dit, n'a pas lu mon discours. Et je peux dire qu'il a improvisé, mais si mon discours, j'avais cité pour qu'il félicite des partenaires qui nous ont accompagnés. Donc, à son nom, je tiens à les féliciter, à les remercier également. C'est notamment l'USAID à travers Africa Libre qui nous ont appuyés, l'USAID également à travers le projet PAPA qui nous ont appuyés pour pouvoir organiser cet événement. Mais aussi l'ensemble de tous les partenaires, parce qu'on a eu des observations des uns et des autres qui nous ont permis quand même d'améliorer le document. Je peux surtout, j'ai failli oublier l'Union européenne à travers le PROACT qui nous ont également accompagnés. Je tiens à les remercier pour cela. Et dire que c'est un moment important de l'année et nous pensons ensemble avec les acteurs pouvoir amener la revue peut-être au mois de juin pour que toutes les conclusions ou les recommandations tirées de cette revue puissent être prises en compte dans le cadre de l'élaboration du budget. Sur ce, je reviens maintenant à la présentation. Donc je vais vous faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la revue de 2015 et puis les étapes et innovations majeures de la 3e édition avant de pouvoir entrer sur le vif du sujet. D'abord, pour les recommandations de la revue 2015, c'est certain, la plupart de ces recommandations ont connu des débuts de mise en œuvre. Il y a par exemple l'intégration de la nutrition et de la sécurité alimentaire.
Si je prends la nutrition, le document de politique nationale de développement de la nutrition, on a, pour intégrer les autres secteurs, on a élaboré des plans d'action sectoriels qui sont finalisés, validés, qui sont actuellement en train d'être mis en œuvre au niveau des ministères sectoriels. Ensuite, pour le renforcement de la résilience, il y a la DPV qui a un dispositif renforcé. C'est vrai qu'il faut continuer à appuyer la DPV, pas plus qu'avant-hier. Le Premier ministre a demandé à ce qu'on appuie ces structures importantes. Ensuite, il y a le développement des outils de communication pour améliorer la connaissance des risques agricoles ou au changement climatique. Je pense que ce sujet aujourd'hui est une préoccupation du ministère de l'Agriculture. En collaboration avec le NEPAD, le projet PAM, on est en train d'élaborer une stratégie par rapport à ça. Ensuite, le deuxième point, c'est l'amélioration du processus de la revue conjointe. C'est un processus, je pense qu'il faut toujours l'améliorer. Je pense qu'on a des acquis. On a, pour les organisations de la société civile, aujourd'hui, on a une interface dans cette activité. C'est le groupe dialogue politique de la société civile qui se réunissent pour contribuer, pour élaborer la contribution de la société civile. Et je pense qu'ils vont présenter dans un moment cette contribution. Il y a l'engagement des organisations du secteur privé à mettre en place un cadre. Mais je pense que le représentant du secteur privé a fait sortir aujourd'hui une idée. Et moi, personnellement, j'adhère à cette idée pour que le secteur privé s'organise et qu'au moment de faire la revue, qu'ils nous puissent nous faire le point de leurs activités. Ça, je pense que c'est important. Pour le renforcement du système de suivi et évaluation du PEGNA, il faut noter qu'actuellement, nous sommes effectivement en train d'élaborer le PEGNA deuxième génération, qu'on dénomme PEGNA-ZAN, puisque ça va intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire. Et dans cette élaboration, cette activité est prise en compte. Oui, maintenant, pour ce qui est du processus de cette année, il faut déjà noter que c'est un processus vraiment participatif et inclusif, qui a démarré entre mars et mai 2017 par une phase préparatoire avec la mise en place des groupes thématiques qui ont travaillé sur l'élaboration du document. Ensuite, s'en est suivi les concertations. Dans un premier temps, de juillet à septembre, on a organisé les concertations avec la société civile, le secteur privé. Mais aussi, il y avait, avant les concertations avec ces trois acteurs, on avait organisé un atelier de prévalidation qui a regroupé toutes les structures étatiques concernées par ce dossier pour valider le rapport qui nous a permis de mener les concertations avec ces acteurs. Maintenant, pour ce qui concerne les PDF, je pense que c'est organisé après, bien après ces concertations. D'abord, avant ça, il y avait eu des concertations au sein même de ces acteurs. Le secteur privé a mené des concertations internes. Mais le partenaire technique et financier, on a fait les concertations après. Entre septembre et octobre, c'était d'abord, on avait fini toutes les concertations. Il fallait donc intégrer dans le draft de document qu'on avait les observations de tous les acteurs. Et enfin, au finish, on s'est retrouvé aujourd'hui pour la date du 26, qui est pour nous une date fétiche, parce que l'année dernière aussi, on avait organisé la revue le 26 septembre. Donc, c'est devenu une date fétiche. Donc, on est aujourd'hui pour le faire. Et je pense que, humblement, il y a des améliorations d'année en année. La revue, c'est un processus. Il faut améliorer d'année en année. Je pense qu'hier, lorsqu'on a eu des discussions avec le ministre, une idée est sortie, c'est pourquoi organiser les revues à Dakar, pourquoi ne pas aller dans une région pour organiser les revues là-bas en 2 jours, et que le deuxième jour, on fait des visites de terrain pour vraiment vérifier les activités qui sont menées dans cette région.
Ensuite, troisième étape, c'est l'édition marquée. Il y a des innovations qu'on a emmenées cette année dans le cadre de l'amélioration de ce processus. D'abord, il y a l'élaboration et la présentation des contributions par acteur. On a dit, ce n'est pas le gouvernement qui va élaborer la contribution de la société civile, les partenaires techniques et financiers et autres. Le gouvernement s'occupe de sa contribution et nous demandons à chaque acteur d'élaborer sa contribution. Et cela a été fait. Ensuite, il y avait pour parler avec les organisations du secteur privé. J'avoue qu'on avait eu quelques petits soucis avec le secteur privé pour les mobiliser par rapport à cette activité. Et je pense avec l'appui d'Africa Libre, on a pu quand même avoir des rencontres et ils ont pu contribuer à l'élaboration du document. Et l'innovation majeure, on a décidé pour cette année, il ne s'agit pas de venir présenter les performances, présenter le niveau de financement, mais il faut innover. L'innovation, c'est d'organiser un panel sur une thématique majeure pour le développement de l'agriculture. C'est ce que nous avons décidé de faire cette année en optant pour le thème transformation des produits locaux et consommation locale. Je pense que c'est important pour le développement de l'agriculture et je profite de l'occasion pour remercier le doyen Yaman Boy du Hub Rural qui a volontairement décidé de venir nous accompagner pour modérer ce panel cet après-midi. Je vous remercie. Merci, Dr Mendy, pour votre présentation très succincte et qui est très claire. Donc cette présentation a été faite autour de 3 axes majeurs. D'abord, vous avez commencé par nous faire l'état de mise en œuvre des recommandations qui sont issues de la revue de 2015. Et donc, nous avons complété avec bonheur que les recommandations, pour la plupart, ont connu un début d'exécution. Vous avez ensuite continué vos propos en nous parlant du processus. Donc, processus qui a démarré au mois de mars-mai 2017 et qui était terminé en octobre 2017. Donc, le processus qui est couronné par notre rencontre d'aujourd'hui, donc qui a lieu le 26 de ce mois d'octobre. Enfin, vous avez parlé des innovations et des évolutions qui ont été apportées à la préparation donc, de la revue 2017. Donc, innovation sur le fait que cette année, ce sont les acteurs principaux, chaque groupe d'acteurs plante lui-même son rapport et la fin, donc l'organisation d'un panel sur des thèmes transversaux. Voilà donc en résumé donc, ce que vous avez dit, donc, ce que vous avez fait de votre temps donc, de parole, donc en être très utile pour nous tous. À présent, passons à la société civile, notamment à mon ami, mon jeune frère Elhadji Thierno Cissé, donc je vous avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur donc pour nous faire donc un peu l'état des engagements de la société civile. Donc, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Cédé. Donc, je suis Elhadji Thierno Cissé. Je travaille pour le CNCR, mais pour cette présentation, je la fais au compte du groupe de dialogue politique et social, donc, qui est le mécanisme de la société civile dans le cadre du PENIASA. Donc, les années passées, pour cette revue, un consultant était commis pour accompagner la société civile. Bon, et de plus en plus, sachant également notre responsabilité dans ce processus, on a pris la décision de prendre en main l'élaboration de notre contribution. Bon, on le fait avec les moyens du bord. Et peut-être pour commencer, je ferai un clin d'œil à la DAPSA, aux partenaires techniques et financiers à soutenir davantage la société civile dans la démarche méthodologique pour formuler sa contribution et l'accompagner également dans le suivi de
de l'état de mise en œuvre des engagements des autres acteurs. Parce qu'une de nos responsabilités aussi, c'est de veiller au processus, à la mise en œuvre des engagements. Donc ma présentation se fera en 4 étapes. D'abord, on va rappeler les engagements de la société civile. Ensuite, ce que nous considérons comme des acquis en 2016, les contraintes que nous rencontrons, mais également les priorités pour cette année et les années à venir. Donc, pour un peu le contexte, il s'agit de constater que c'est dans le cadre du processus Penyassan qu'un pacte a été signé, un pacte multi-acteurs, et dans lequel il y a eu des engagements de la société civile et des autres acteurs. Et dans le cadre de ce pacte, les engagements concernant la société civile allaient dans le sens d'œuvrer davantage par rapport à la sécurisation foncière, l'accès aux ressources financières et aux intrants agricoles pour les producteurs, la formation des producteurs, l'émergence de mécanismes de mouvements coopératifs, la promotion et l'autonomisation des femmes, le développement des chaînes de valeur, l'accès au marché, mais également l'intégration des cadres de concertation, donc comme par exemple ce cadre qui se réunit aujourd'hui. Donc pour les acquis en 2016, par rapport à l'engagement sur la sécurisation foncière, il faut dire que la société civile s'est beaucoup activée sur la question foncière en 2016 à 3 niveaux. D'abord, c'est au niveau du processus de réforme foncière. Donc nous avons eu des pas importants dans le cadre du processus de réforme foncière en 2016. Donc ces actions, l'action de la société civile a tourné autour de la sensibilisation, de la mobilisation des acteurs communautaires, mais également l'élaboration d'une contribution, donc d'un document de contribution à la politique foncière, donc à travers un groupe d'acteurs réunis au sein du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Mais il y a eu également un veille permanent sur l'action de la Commission nationale de réforme foncière, en l'accompagnant dans les consultations qui ont été tenues au niveau local, mais également dans la formulation du document proprement dit pour que les préoccupations de la société civile puissent être prises en compte. Donc, en second lieu, c'est des actions et des initiatives qui ont été développées pour accompagner la sécurisation foncière auprès des familles, des femmes, mais également accompagner les communautés, surtout les collectivités locales, à mettre en œuvre des outils de gouvernance, de bonne gouvernance foncière. Donc c'est à travers la sensibilisation des communautés, donc pour une meilleure compréhension des enjeux de la sécurisation foncière, mais le soutien aux exploitations familiales, aux groupes vulnérables, femmes et jeunes, dans l'acquisition d'actes d'affectation de terres et l'appui à la mise en valeur de ces terres. Donc auprès des communautés, des collectivités locales, c'est le soutien au développement d'outils de gouvernance participative comme les conventions locales et les chartes. Le troisième niveau, c'est l'accompagnement des communautés locales dans la défense de leurs intérêts et le respect de leurs droits à la terre. Donc cela se fait toujours dans le cadre de projets d'investissement à incidence foncière où de temps en temps on peut constater des difficultés et qui fait que souvent il y a des soulèvements des communautés, la mobilisation de la société civile contre nous, ce qu'on appelle l'accaparement des terres. C'est également l'appui aux communautés dans le cadre de projets qui peuvent être publics. Il y a tout un travail qui a été fait autour du PEDIDAS, le projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness,
dans la vallée, mais également dans l'accompagnement des processus de mise en place des DAC, des domaines agricoles communautaires. Donc voilà pour ce premier point sur la sécurisation foncière. Pour le second point sur l'accès aux ressources financières et intrants agricoles, il faut dire que beaucoup d'organisations de la société civile, que ce soit des OP, que ce soit des ONG, s'activent dans ces domaines. Donc on citera quelques exemples dans ce sens. Par exemple, la Fédération des périmètres autogérés, donc qui est une faîtière dans la vallée du fleuve Sénégal, donc qui, à travers la caution solidaire et en partenariat avec SAED et la banque CNCAS, parvient à mobiliser des milliards de francs pour investir dans les intrants et la production de riz. C'est également des initiatives autour, par exemple, du réseau national des coopératives semencières, donc, qui est aussi installé un peu dans le bassin arachidier, qui travaille sur la reconstruction du capital semencier et à travers également une contractualisation avec CNCAS, mobilise pas mal de ressources pour ses membres. Donc, et d'autres types de financements qui ont été accompagnés pour la jeunesse, mais également pour des financements innovants dans le domaine des changements climatiques. Donc, pour le troisième point, le troisième engagement, notamment la formation des producteurs, on peut dire que c'est un domaine de prédilection des ONG et des OP. Donc, je ne peux pas énumérer le nombre de modules de formation et le nombre de personnes qui sont capacitées sur toute la chaîne, que ce soit en amont et en aval de la production. Mais quelques thématiques qu'on peut citer ici, un peu sur la sécurisation foncière, c'est la préservation de l'environnement, la sensibilisation sur les changements climatiques, les itinéraires techniques de production, donc que ce soit dans le domaine de l'agroécologie ou bien de la production conventionnelle. Également sur la valorisation, où les femmes travaillent beaucoup, donc formation sur un peu les itinéraires techniques de transformation en collaboration souvent avec l'ITA et d'autres structures spécialisées. Sur l'émergence d'un mouvement coopératif, également il y a pas mal d'initiatives qu'on a pu recenser. J'ai parlé tout à l'heure de l'expérience du réseau national des coopératives de producteurs de semences, donc qui est une belle expérience dans le cadre de la politique nationale de reconstruction du capital semencier. C'est également des coopératives mises en place par soit le RESOP, soit MSD ou d'autres organisations également qui s'activent dans ce cadre. Et on estime que c'est une démarche à encourager, car cela permet de développer des services de proximité pour les producteurs. Donc sur l'autonomisation et la promotion et l'autonomisation des femmes, également au sein du GDSP, on enregistre beaucoup d'initiatives, donc d'initiatives qui encouragent l'autonomisation politique, donc à travers la mise en place de cadres de concertation, que ce soit au sein des organisations ou au sein des communautés, pour que les femmes puissent saisir davantage les enjeux et se capaciter pour accéder aux facteurs de production, comme en parlait tout à l'heure le ministre. C'est aussi des réflexions qui ont été tenues avec les femmes dans le cadre du processus de réforme foncière, donc pour arriver à des propositions sensibles au genre. C'est aussi le soutien aux initiatives dans le cadre de la mise en place de banques céréalières, comme les initiatives qu'on a enregistrées au niveau de Action Aid. C'est également beaucoup d'initiatives de transformation, que ce soit dans la riziculture, que ce soit dans la transformation céréalière,
donc qui sont aussi développés à travers les acteurs de la société civile. Donc, sur l'engagement concernant le développement des chaînes de valeur et le marché, l'accès au marché, donc à ce niveau aussi, on enregistre au sein du groupe de dialogue beaucoup d'actions de renforcement des activités en aval de la production à travers un appui aux unités de transformation, donc dans les produits agro-silvopastoraux et halieutiques, donc pour vraiment une meilleure prise en compte des procédés nouveaux et des technologies de transformation qui sont développées soit par l'ITEA ou des procédures de transformation, en tout cas modernes. C'est également l'encouragement de la contractualisation avec les commerçants ou bien avec les consommateurs, mais c'est la création aussi de circuits courts, surtout en ce qui concerne l'agroécologie, donc pour l'écoulement de la production. Pour le dernier point, qui est lié à l'intégration de la société civile dans les cadres de concertation sur les politiques publiques. Des efforts importants ont été réalisés à travers le GDSP. Peut-être là, je m'arrêterai un peu pour m'adresser aux collègues de la société civile qui ne sont pas encore souvent, en tout cas, mobilisés dans le cadre du GDSP, parce que c'est le mécanisme en ce qui concerne cette revue, c'est le mécanisme également en ce qui concerne le PENIASA. Donc, vraiment pour être fort, nous appelons tout le monde à venir intégrer le GDSP et cela nous permettra aussi de mieux capturer les interventions et les acquis que nous pouvons chaque année partager à travers cette revue. C'est aussi des efforts que le GDSP fait actuellement pour consolider les dynamiques de la société civile. Parce qu'au sein de la société civile, on a souvent pas mal de plateformes. Certains s'activent sur le foncier, d'autres sur les APE, d'autres travaillent sur l'agroécologie, etc. Ce qu'on souhaite faire à travers le GDSP, c'est de consolider toutes ces dynamiques parce qu'elles vont dans le même but d'apporter leur contribution au développement agricole et rural et même au développement économique du Sénégal. Donc c'est également l'année dernière une forte mobilisation des organisations professionnelles dans le cadre du processus de création de chambres d'agriculture. Donc je pense que les leaders qui sont là ont été mobilisés pour en tout cas parcourir le pays, passer le message, mais c'est aussi une participation active dans les processus de création des interprofessions, donc agricoles, dans pas mal de filières, la filière riz, mangue, lait, et ainsi de suite. Bon, dans toutes ces initiatives, peut-être qu'on peut enregistrer pas mal de contraintes qui sont soit au niveau des OP qui sont dans le GDSP, mais également de façon générale auprès des membres. Donc une des problématiques majeures que posent surtout les OP, c'est l'accès aux intrants et matériels agricoles, et en particulier même aux semences de qualité, surtout les semences certifiées. C'est une problématique majeure et je sais que l'État est en train de faire des efforts à travers le programme de reconstruction du capital semencier. Bon, une difficulté qui est d'ordre général, c'est malgré les efforts qu'on veut faire dans ce processus, on constate que les ressources humaines et financières de la société civile peuvent être limitées pour quand même avoir une meilleure efficacité dans la contribution et le suivi des politiques publiques, que ce soit politique publique ou même texte de loi, comme dans le cadre de la réforme foncière. C'est également des difficultés qu'on peut rencontrer toujours dans des processus de négociation ou bien processus de formulation de politique. Les agendas de l'État peuvent différer des agendas de la société civile
Donc, du coup, je pense qu'on encouragerait davantage, plus de concertation, comme l'a évoqué également le ministre ce matin, pour que quand même qu'on s'accorde sur les agendas pour pouvoir évoluer ensemble. Pour surtout aussi une meilleure prise en compte des préoccupations de la société civile. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on attend vraiment un soutien de l'État et de ses partenaires. Donc, pour les priorités, le GNSP estime qu'on doit travailler davantage à renforcer l'offre de services intégrés et de proximité pour une meilleure autonomisation économique des exploitations familiales. C'est également poursuivre le renforcement des capacités des producteurs. Je pense qu'on a beaucoup parlé de modernisation des exploitations familiales, donc y compris une prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes. C'est également une meilleure sensibilisation des communautés et des élus sur les enjeux de la gouvernance foncière. Je pense qu'on est dans un processus de réforme foncière qui n'est pas encore achevé, mais c'est déterminant et central si on veut arriver à un développement agricole et rural. C'est également veiller à ce que la contribution des paysans puisse être prise en compte dans cette future législation. C'est une meilleure intégration ou bien prise en compte de la transition agroécologique. Je pense que c'est une tendance qu'il faut beaucoup intégrer dans le cadre du futur PENIASA. Donc, voilà un peu les éléments de la contribution que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Merci Yannou Cissé pour cette belle présentation qui a été faite au nom de la société civile. Donc, une présentation qui a essentiellement tourné autour de 3 points principaux. D'abord, les engagements de la société civile et de l'action. Le deuxième grand point, les contraintes donc, qui aujourd'hui, en tout cas, gênent la société de l'action et les priorités. Donc, sur du premier point, donc, engagement de la société civile, ici, a mis l'accent surtout de manière assez longue et détaillée sur la sécurisation donc, foncière. Donc, il a posé tous les problèmes et toutes les actions menées par la société civile donc, en faveur d'une meilleure compréhension des enjeux fonciers et en faveur d'une meilleure prise en compte donc, de la sécurisation foncière dans les politiques agricoles. Ensuite, il a abordé les questions liées donc, à l'accès aux ressources financières et aux intrants agricoles. Il a parlé de la formation des producteurs dans une action phare de la société civile. Il a parlé en fait aussi de la société civile dans un mouvement coopératif performant et fort. Il a abordé la consultation des femmes, question qui ce matin a été abordée par M. le ministre et sur laquelle il avait souhaité que nous ayons en tout cas des propositions très fortes. Parce que comme vous le savez tous, aujourd'hui, l'ensemble des lois au Sénégal, depuis la Constitution sénégalaise, stipule de manière très claire l'égal accès des femmes et des hommes à la terre. Donc ça, dans toutes les lois, dans toutes les conventions, il est inscrit de manière claire. Donc c'est pour dire que le législateur, en fait, est limité. Parce qu'il a déjà dit ce qu'il faut faire. Il a déjà arrêté ce qu'il faut faire, mais la mise en œuvre de terrain, en tout cas, pose beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà même des questions d'ordre réglementaire, des questions donc d'ordre légal, aujourd'hui, il y a des problèmes d'ordre psychologique, à mon avis, d'ordre culturel, quelque part, en tout cas, freine l'égal accès, en tout cas, des jeunes et des femmes à la terre, comme pour les hommes. Je pense que là, c'est une question extrêmement importante, qui a aussi été abordée par M. Tierno Cissé. Il a parlé aussi, en fait, de l'intégration de la société civile dans les cadres de concertation. Donc ça, c'est des engagements de la société civile. Maintenant, aussi, des contraintes, là, pour certains points extrêmement importants, et enfin, à dégager quelles sont les priorités aujourd'hui, la société civile, en tout cas, met en avant, si nous voulons en tout cas développer au Sénégal notre agriculture. Donc voilà un peu, en bref résumé, le contenu de la communication donc, de M. Cissé. Je passe donc la parole à Michel, donc le modérateur, pour peut-être susciter quelques réactions dans la salle avant qu'on continue donc les débats. Merci. Merci, monsieur le conseiller, pour votre résumé. Nous allons donc vous donner la possibilité d'interagir avec
ce que Thierno vient de dire et aussi les rappels du directeur de la DAPSA sur l'état de mise en œuvre des recommandations ainsi que le processus d'élaboration de la RCA. Je vais prendre 2 à 3 éléments de contribution, de clarification ou même de, j'allais dire, de rajout. Hein. On est là avec beaucoup d'acteurs aussi de la société civile. Certainement, vous aurez aussi des éléments à rappeler. Il a fait des plaidoyers importants sur la continuité des actions envers l'encadrement et l'appui conseil des organisations de la société civile. Monsieur Dia, on a l'occasion de vous avoir. Je vais vous donner la parole peut-être sur ce propos introductif de M. Thierno. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, franchement. Vous n'avez rien à rajouter. Merci. Est-ce que vous avez des observations? Oui. Vous vous présentez avec votre structure? Bonjour, Elhadji Amadou Moustapha Niang, donc je suis le président du conseil d'administration de la Confédération des sociétés coopératives et mutualistes. Moi, c'était juste pour compléter un peu, hein, donc nous féliciter de cette rencontre d'abord, qui pour moi a toujours été l'occasion de crier haut et fort l'avènement de l'acte uniforme de l'OHADA, l'acte uniforme des sociétés coopératives, qui, fort heureusement, après 5 ans, a bénéficié d'un décret d'application depuis le 13 octobre. Depuis le 13 octobre 2016. Nous sommes donc aujourd'hui le 26 octobre 2017. Il n'y a pas encore d'arrêté ministériel instituant un fichier national permettant aux DRDR, qui sont aujourd'hui chargés de l'immatriculation des coopératives, pas de l'agrément, de l'immatriculation. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter pour que, comme d'habitude, on revienne là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est un blocage. Les DRDR ne sont pas en mesure aujourd'hui de t'immatriculer, parce que c'est un processus d'immatriculation. Donc il faudrait qu'on arrive à faire ça pour permettre aux coopératives de véritablement contribuer au développement de ce pays et de par leur efficacité. Merci beaucoup. Je signale que nous avons aussi les DRDR dans la salle, s'ils souhaitent apporter des éléments de clarification sur ces interrogations qui les interpellent. D'autres réactions? Oui, allez-y. Chef, il y a un micro par là-bas. Chef Ndiaye, je vous donne le micro. La parole. Merci, Samandor Dal, de Catherine. Bon, par rapport au processus de création des coopératives, bon, je l'ai dit et je l'ai répété. Et là, il faudra nous mettre dans une position plus confortable, nous, DRDR, parce qu'une telle réforme, parce qu'il faut dire que la DA a toujours porté la création des coopératives. Et la réforme ne peut pas se faire sans que la DA la porte. Donc il serait bon que maintenant les acteurs qui sont dans ça, qui sont en train de mettre en place la réforme, travaillent en collaboration avec la DA. Et maintenant, la DA nous implique dans le processus de création et d'immatriculation des coopératives. Voilà donc ce que je voulais préciser par rapport à cette interpellation de tout de suite. Merci beaucoup. Je signale aussi que la DA est dans la salle, donc puisqu'on est vraiment dans un débat ouvert. Donnez le micro à monsieur. Oui. Je vous présente. Merci. Je suis le président de la Convention nationale pour le développement rural, monsieur Omar Sakho. Je reviens quand même sur un petit point. On a parlé très rapidement sur les chambres d'agriculture. Je pense que la réponse à beaucoup de problèmes qu'a le monde rural aujourd'hui pourrait se régler avec la création des chambres dans chaque département. Parce que moi je pense que, évidemment, c'est le constat que tout le monde fait. Tout ce qu'on fait pour les agriculteurs, sans eux, on le fait contre eux. Et aujourd'hui, il y a tellement d'organisations de producteurs, il y a tellement d'organisations, d'associations et tout cela. Il faut coordonner, organiser les producteurs, parce qu'on continue toujours à travailler dans l'anonymat en disant oui, les producteurs de telle région. Donc, nous avons proposé, contribué, discuter pour que cette chambre d'agriculture soit mise en place. Et que nous sommes le seul pays du Nord qui n'a pas une chambre d'agriculture.
je crois quand même, le ministre tout à l'heure disait que vraiment il y a des choses à améliorer, à faire. Il faut un dialogue, il faut vraiment libérer le producteur, faire quelque chose où le producteur est responsable. Nous voulons une chambre pour et par les agriculteurs. Voilà cette petite contribution que je voulais donner. Merci, merci beaucoup. Je vais donner la parole tout de suite au représentant du ministre délégué chargé des organisations paysannes pour apporter peut-être des éléments d'information ou pour nous soutenir un peu par rapport à la réforme. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Je m'appelle Ibrahim Fall. Je suis membre du conseil d'administration du Congrès. Et à ce titre, je voulais surtout remercier d'abord le CNCR parce que tout le processus qui a été présenté dans le cadre du GDSP a été presque supporté par le CNCR. C'est un appel du pied que Tcherno a formulé tantôt à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour un appui conséquent. Et je pense que dans la présentation, il y a un aspect qui mériterait peut-être dans les prochaines revues d'être amélioré, c'est surtout l'aspect quantitatif. Et à ce niveau-là, ça nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite également beaucoup de ressources et la contribution de tous les acteurs de la société civile. C'est seulement ce point-là sur lequel je voulais intervenir et dire que le rapport est véritablement fidèle. Merci beaucoup. On va donc, je vais peut-être m'en arrêter à une dernière intervention. Oui, voilà, la DEA, Madame Mbou. Oui, très bien. Oui, si le conseiller du Premier ministre veut prendre la parole, je donnerai volontiers. Plus tard. Merci. La DEA, Madame Mbou. Vous avez. Merci Michel et Marc-Cher. Je voulais juste en fait réagir par rapport à l'interpellation sur les coopératives. La direction de l'agriculture, comme l'a dit Der Samba, a effectivement, depuis le début de l'année 2017, mis en place un plan d'action concernant les coopératives. Mais je crois que le premier appel à faire, c'est que la constitution des coopératives, la demande devrait émaner des bénéficiaires. La DEA ne peut pas se lever et aller dire dans telle zone ou pour telle filière, nous allons constituer la coopérative. Ça, c'est d'une part. En fait, selon les procédures. La deuxième chose, c'est que le programme, il est prévu dans le plan d'action de la direction de l'agriculture à travers le bureau opérationnel de suivi des organisations d'autopromotion, le BSAOP, qui est responsable donc des coopératives. Et j'ouvre la parenthèse pour dire qu'il ne s'agit pas seulement que de coopératives agricoles, d'ailleurs, même les coopératives d'habitat sont du ressort de cette structure. Donc, avait prévu donc, pour 2014 l'élaboration de manière participative, 2017 autant pour moi, d'un programme national de développement des sociétés coopératives. Ce programme, donc les thèmes de référence a été élaboré et le programme a été soumis, une requête de financement a été soumise donc au ministère des Finances et à l'USAID. On attend encore des réactions dans ce sens. L'autre aspect, c'est qu'il était aussi donc prévu la mise en place d'une base de données des sociétés coopératives du Sénégal. Parce qu'avec la nouvelle loi OHADA, il y a quand même lieu de revoir ce qu'on appelle coopérative et ceux qui se disent coopératives. Quelles sont les vraies coopératives qui répondent aux nouvelles exigences de l'OHADA en matière de coopérative? Qu'est-ce qui ne répond pas à ces exigences, à ces normes? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces coopératives constituées selon un ancien règlement ou d'anciens textes législatifs pour pouvoir en fait les rendre conformes à la nouvelle disposition ou aux nouvelles dispositions de l'OHADA. Ça, c'est un travail qui est prévu par la direction de l'agriculture. La constitution maintenant des coopératives est en cours aussi pour celles qui demandent. Si on prend par exemple les coopératives de producteurs de semences, je crois qu'il y a un excellent travail qui est en train d'être fait à ce niveau avec la mise en place de coopératives. Dans d'autres zones aussi. Au niveau de l'habitat, il n'y a aucun problème. Les coopératives d'habitat, le montage, la supervision des assemblées se fait. Mais au niveau des coopératives agricoles, c'est là où se situe le problème. Il faut dire aussi qu'il y a un problème de gouvernance. Les textes qui régissent les missions de la direction de l'agriculture en termes de suivi et d'accompagnement de ces organisations, en l'occurrence ces coopératives, sont clairs. Lorsque la structure établit son règlement intérieur, son mode de fonctionnement, son statut, après avoir obtenu l'agrément, il doit respecter ce règlement intérieur. La direction de l'agriculture, à travers le PSAOP, a un droit de regard sur le fonctionnement, mais ne peut pas exiger à la coopérative
de faire son assemblée générale de renouvellement chaque année ou tous les 3 ans comme c'est fait. Il y a un problème de gouvernance de ces coopératives. Pour pouvoir les accompagner, je crois qu'il y a plusieurs choses à faire. Tout l'ensemble des études qui ont été prévues et qui attendent toujours. Merci. Merci Madame Bou. Merci d'avoir rappelé la disponibilité de la DEA de recevoir les coopératives et de cet appui à la conformité par rapport au nouveau texte. C'est important. Vous avez aussi rappelé la gouvernance qui est aussi important. Je pense que là, c'est un plaidoyer que vous faites en tant que DEA envers ces coopératives. Je voudrais arrêter peut-être là cet échange et donner la parole à Madame la conseillère technique du ministère des organisations. Je vais vous donner la parole. Vous êtes le DRDR? Non. Micro. La société civile. Oui. Donc la question que notre collègue a posée, est-ce que l'immatriculation peut se faire au niveau des DRDR? C'est ça la question. DRDR, merci d'avoir précisé cette question. Ok, merci. Moi, je m'appelle Momodou Gueye, je suis le DRR de Thiès. Effectivement, par rapport au décret de l'OADA, actuellement, on n'est pas encore en mesure de faire l'immatriculation. Le processus se poursuit et je pense que d'ici la fin de l'année, les arrêtés vont sortir pour permettre au DRDR de faire l'immatriculation. Cependant, on peut noter que le processus, l'ancien processus se poursuit et que la DEA est en train toujours de recevoir les demandes pour donner l'agrément en attendant. Mais dès que les arrêtés seront sortis, toutes les autres coopératives vont revenir à la case de départ. Voilà la précision que je voulais faire. Merci. Et les DRDR habilités à les immatriculer. On a un agenda, un calendrier pour ça, pour l'arrêter? D'ici, moi j'ai discuté hier avec le responsable du BCAOP. Il m'a dit que le processus dit avant la fin de l'année. Probablement, peut-être les arrêtés vont sortir. Merci, c'est un cours sur la fin de l'année. C'est une belle perspective. Madame, je suis obligé d'arrêter, s'il vous plaît. Je prends une dernière intervention de la conseillère technique du ministre délégué chargé des organisations paysannes pour apporter des éléments de clarification sur l'état de mise en œuvre de la réforme sur les chambres d'agriculture. Merci beaucoup, M. Sec. Juste pour rappeler que le processus de mise en place de réflexion et de création des chambres d'agriculture au Sénégal a été un processus participatif et inclusif, d'autant plus que la présentation de la société civile tout à l'heure l'a démontré que l'ensemble des parties prenantes du processus ont largement contribué à l'élaboration des premiers projets de texte. Donc, les acteurs proprement dit, c'est-à-dire les acteurs ruraux que vous êtes, qui sont dans la salle, les OPA, les interprofessions, les coopératives, ont largement contribué à l'élaboration de ces futurs textes. Cependant, ces textes, aujourd'hui, sont sur la table de la primature. Donc, le travail technique a été fait. Maintenant, il reste le travail administratif pour que le projet de décret puisse tomber sur la table en Conseil des ministres. Maintenant, pour que ce soit des chambres d'agriculture par et pour les paysans, je pense que c'est un credo que l'ensemble du ministère ont porté et qu'également l'ensemble des acteurs de la société civile également sont conscients du fait que ces chambres d'agriculture seront par et pour les paysans. Maintenant, nous attendons la prise du décret pour aller opérationnaliser, bien sûr, avec l'ensemble de ces parties prenantes, la mise en place très prochaine des futures chambres d'agriculture au Sénégal. C'était ça, juste pour rassurer. Merci. Merci Madame la conseillère. Je voudrais donner la parole à un représentant de la société civile qui l'a demandé, là, avant de clôturer avec M. Thierno Cissé, puisque nous avons un petit souci avec le temps. Voilà. Merci. Je voudrais vraiment remercier ici Thierno, qui vient d'intervenir pour le GNSP civil. Parce que depuis maintenant bientôt un an et quelques, le CNCR a pris en marche le GNSP. Et il est en train de faire un très bon travail parce que depuis la naissance du GNSP, il n'y a jamais eu un travail aussi important qui a été fait comme le CNCR vient de le faire. Mais cette phase, ce que nous voulons noter, c'est l'absence de l'État par rapport à ça.
Parce que le GNSP, ce n'est pas un groupe à part, c'est un groupe qui est à l'intérieur de l'État du Sénégal, qui est dans le gouvernement du Sénégal, qui est pris en charge par le ministère lui-même. Mais cette fois-ci, nous sommes en demande comme si nous étions une organisation de la société civile à part, qui est née par lui-même. Or, le GNSP est né par, s'il a un parrain ou un père, c'est le gouvernement du Sénégal. Donc on veut que l'État comprenne que les GNSP l'appartiennent. Merci. Qu'on travaille ensemble. On n'a pas de partenaires. C'est nous-mêmes qui cherchons nos partenaires. Or, dans le budget même du ministère, dans le cadre du PENA, la société civile est inclue là et à l'intérieur. On ne peut pas aller chercher de l'argent ailleurs. Notre premier parrain, notre premier soutien, c'est l'État. Dans le budget, on doit être prévu. Si on n'est pas prévu, on doit aller chercher de l'argent. Et c'est ça que le CNCR est en train de faire. Merci Il beaucoup. prend son propre budget pour faire marcher le GNSP, qui est un enfant du ministère lui-même. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est entendu. C'est entendu. Je pense que c'est un plaidoyer pertinent. On a pris bonne note. Je donne la parole à Thierno et au conseiller après technique du Premier ministre en agriculture pour clôturer cette session. Bon, je pense que le directeur a bien entendu le plaidoyer. Bon, on est dans un processus public étatique. Donc, je pense qu'il faudrait absolument que dans les feuilles de route du GDSP puissent être prises en compte dans les financements existants. Je voudrais juste parler aux collègues de la société civile. On est dans un processus très très important sur lequel nous devrons tous nous mobiliser. Pour la formulation de cette petite contribution, on mesure également les insuffisances qui sont derrière, parce que le collègue du Congat vient de le dire. On devait pouvoir énumérer quantitativement quelle est cette contribution. Évidemment, on a des chiffres, mais elles ne sont pas exhaustives. Elles ne peuvent pas couvrir réellement toute la contribution de la société civile. Donc, il y a un énorme travail à faire derrière. Et dans nos perspectives, c'est d'aller vers un atelier méthodologique sur comment on élabore la contribution de la société civile dans les revues. Je pense que ça aussi, les partenaires techniques et financiers doivent nous aider. Pour que méthodologiquement, techniquement, on souhaite ne pas se limiter à envoyer des questionnaires qui sont retournés, qu'on traite, etc. On va aller sur le terrain, aller dans la vallée, rencontrer Mme Kouaka, aller dans le bassin arachidier, etc. Parce qu'au-delà de notre contribution, ce qu'on veut faire également, c'est d'évaluer l'action des autres. Parce que c'est un rôle aussi de la société civile. Si on nous dit qu'il y a telle performance, qu'on puisse confirmer ou bien mettre des guillemets là-dessus, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci Thierno. Aux organisateurs, je vais lancer un appel. On me demande beaucoup d'eau dans les côtés, là, non pas sur les tables de l'eau. S'il vous plaît, si vous pouvez amener de l'eau pour les participants. Monsieur le conseiller technique du Premier ministre, sur la question de la réforme du cadre juridique des coopératives, je pense que vous avez des éléments de clarification, de précision. Merci, M. Sec. Monsieur le Président, je vous remercie. Je prends la parole pour la première fois. Je voudrais m'excuser de mon retard. J'ai 15 minutes de retard et comme M. le ministre était en train de parler, je n'ai pas vu de rentrer la salle. Donc je voudrais profiter de cette première prise de parole pour remercier chaleureusement mon ami et frère, M. le ministre de l'Agriculture, pour le leadership qu'il a imprimé à cette revue, la troisième. Nous avons commencé en 2014. Aujourd'hui, la présence et les modalités d'organisation de cette revue montrent que cette revue se passe dans de bonnes conditions et qu'elle est en train de faire son chemin et qu'il y a beaucoup d'innovations positives qui ont été apportées à cette revue. Dans sa brillante allocution d'ouverture, comme d'habitude, il a été très pédagogue et il a posé, je crois, les différents jalons et les problématiques qui doivent être examinées, approfondies par cette revue. Je pense que la voie est bien tracée. Pour les questions qui ont été posées, qui sont en discussion en ce moment, l'arrêté
l'arrêté sur la création des sociétés coopératives. Effectivement, Mme Boub a parlé du problème de gouvernance, mais je crois que, comme l'a résumé le DRDR de Thiès, c'est plutôt un problème d'immatriculation. J'ai eu l'honneur de participer à l'élaboration de cet acte au niveau de l'OADA, quand la Banque mondiale appuyait l'OADA de façon générale, après avoir participé à la création du guichet unique à l'APIX. Alors, il s'agit donc de l'immatriculation. La contrainte, c'est que l'ensemble des sociétés créées doivent obéir à certaines normes, donc avoir un registre au niveau un registre du commerce, NINEA, etc. Vous savez qu'il y a une base